Alors, vous étiez avec les... En fait, ce que je voulais savoir, parce que vous étiez en train de raconter l'histoire avec l'officier Oui, voilà. irakien, on dit en français, Irakien, oui. irakien qui avait eu avec la Mm. complicité une uniforme pour visiter ses Mm. collègues en disant vous serez libérés dans Mm. quelques jours, Mm. tenez bon. Et que vous avez déjà vu là avec ça qu'il y avait une différence de Ouais, traitement. ouais. Donc, voilà, beaucoup de gens ont fini par comprendre peut-être qu'ils ne faisaient pas une analyse très approfondie de la situation, mais pour nous, ça a été encore un argument de plus pour faire comprendre à toutes ces personnes qui étaient très sceptiques que c'est un système qui est là, qui pratique une politique de discrimination. Nous, les Noirs, ça fait depuis septembre 1986 jusqu'à septembre 1987, on ne voyait pas nos familles, on ne voyait pas. Bon, on nous envoyait tout simplement en Europe et tout, alors que le lendemain, après l'emprisonnement de ces bassistes, on les a autorisés à voir leur famille et leurs amis. Bon, et donc il y a eu le fameux procès de ces bassistes. Il y avait un débat, était intéressant. Bon, nous, on était convaincus de toute façon qu'ils allaient être libérés parce que dans la phase dans laquelle nous étions, il n'était pas question d'aiguiser les contradictions entre eux. Ce n'était pas le moment. Et d'autres disaient si, de toute façon, ils seront condamnés comme nous. Et le jour du procès, ils ont été libérés. Ils ont été libérés et ils ne sont pas revenus. Pour nous encore, c'était des arguments. Alors, nous avons décidé d'envoyer une lettre au gouvernement pour leur expliquer cette différence de comportement vis-à-vis des populations. Donc ce n'était pas un gouvernement ni un État neutre, mais c'est un gouvernement, un État qui était là en faveur d'une ethnie au détriment d'autres. Et je me souviens, il y a des personnes qui ne voulaient pas du tout qu'on écrive cette lettre, mais nous l'avons quand même écrite. Malgré quelques réticences, nous l'avons envoyée. Bon, et parce que d'aucuns disaient, mais vous êtes en prison, vous êtes menacé, vous continuez aussi à avoir un tel discours. Nous leur avons dit oui, mais nous sommes conséquents avec nous-mêmes. Nous sommes en prison en Mauritanie. Il y a la prison extrêmement restreinte, c'est celle dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Mais il y a une prison large, c'est la Mauritanie. Mais en Mauritanie, les Noirs ne se sentent pas libres. Donc, que vous soyez dans cette prison restreinte ou bien que vous soyez dans le territoire, vous êtes toujours en prison et vous devez toujours continuer à combattre. Bon, maintenant, il y a eu ce projet de coup d'État des officiers noirs. Bon, ils ont été arrêtés. Et un jour, le matin, on nous a dit oui, que vous avez l'autorisation de recevoir des visites. Bon, on ne comprenait pas pourquoi, mais c'est après qu'on a compris que parce que lorsque ces officiers ont été arrêtés et enfermés à Jreida, beaucoup de familles s'y rendaient. Et pour détourner donc ces familles de la prison de Jreida, on a autorisé les familles des prisonniers civils à être visitées à visiter à nous visiter. Et donc, c'est comme ça que nous avons eu l'occasion de visiter, de bénéficier des visites de nos familles jusqu'au procès des militaires qui ont été condamnés, 3 à la peine capitale et les autres à perpétuité ou bien à 20 ans. Donc il y a eu différentes peines. Donc pendant toute cette période, pendant au moins 2 semaines ou 3 semaines, j'ai oublié, on recevait nos familles, mais pas de façon assez régulière. Mais on les recevait quand même. Et juste après la condamnation, on a interdit aux familles de venir nous rendre visite. Bon, évidemment, on avait eu des informations que le projet de nous transférer à l'intérieur du pays. Bon, on ne savait pas où est-ce qu'il fallait nous transférer. Soit à Attar, soit à Warata, soit à Ayoun, soit dans une autre localité, mais en dehors de Nouakchott. Parce que Nouakchott étant un point central
et beaucoup de personnalités étrangères ayant la possibilité de venir à Nouakchott, cherchant à nous rencontrer avec l'autorisation des autorités. Bon, c'est à la fin que nous avons appris de sources sûres que nous allions être transférés à Walata. Mais notre séjour d'abord à la prison de Nouakchott, au départ, elle a été extrêmement pénible parce que d'abord, beaucoup d'entre nous n'arrivaient pas à accepter ce fait, cette réalité, donc psychologiquement extrêmement perturbés. Et deuxièmement, le comportement même des gardes à notre égard. Il y avait des gardes noirs, particulièrement des Alpulaar et des Soninko, qui essayaient quand même de nous aider, mais lorsque le régime a compris que cette présence de gardes noirs est constituée pour eux un danger dans la mesure où nous faisons communiquer l'information à l'extérieur, donc on les a tous remplacés par des haratines et des bisanes. Et des sanctions étaient prises contre toute personne, parce que dans la prison, il y avait des prisonniers politiques, nous-mêmes, mais aussi il y avait des prisonniers de droit commun. Et ce qui était remarquable, ça, nous n'avions pas conscience de cette réalité aussi, c'est qu'il y avait des enfants. Donc, je crois que le plus jeune avait quel âge? Avait 8 ou 9 ans, des haratines, qui étaient emprisonnés et qui étaient torturés. Je me souviens une fois, on n'avait plus de lumière, on n'avait plus de bougies, et on avait demandé à ce qu'on nous envoie des bougies. La garde a refusé systématiquement, mais un jeune haratine nous avait fait passer clandestinement une bougie, mais lorsque le sergent, le brigadier, pardon, l'a appris, mais il a torturé l'enfant. C'est des enfants qui étaient emprisonnés là, emprisonnés, torturés et vivaient dans des conditions extrêmement pénibles. Et nous avions même eu l'occasion d'attirer l'attention de l'extérieur sur ce fait, si on ne pouvait pas informer aussi que ce soit Amnesty International ou d'autres associations humanitaires sur ces pratiques d'emprisonnement des enfants qui étaient torturés. Et même, il y en a même qui faisaient l'objet de pédophilie et autres. Bon. Donc, nos familles avaient appris que nous allions être transférés. Bon, elles ont fait tout le nécessaire pour nous demander ce dont nous avions besoin, les médicaments et tout le reste. Mais on n'a jamais réussi à amener tout parce que tout était confisqué. Et dans la nuit du 8 au 9, après l'exécution le 6 des 3, les lieutenants Basseidi, Sarah Madou et Sissaïdou, donc dans la nuit du 8 au 9, on nous a transférés à Walata. Donc, et on nous a embarqués dans des camions de transport de bétail. Bon, et des camions, on venait de débarquer tout de suite ce bétail, on nous a tout de suite embarqués, mais on s'est mis à protester. Mais il n'est pas question de nous transporter dans ces camions, mais on dit, mais vous êtes des bétails, vous n'êtes pas des humains, vous êtes des bétails. Et le transfert entre Nouakchott et Walata a été extrêmement pénible, parce qu'on était tous enchaînés les uns les autres. Et même parfois pour uriner, on était obligé d'uriner sur place. C'est toutes sortes d'humiliations, parce que pour eux, nous n'étions pas des humains, et aussi il fallait nous faire souffrir systématiquement, et comme disait un lieutenant, mais on vous y amène pour mourir. Donc vous n'avez pas à vous plaindre, on vous y amène pour mourir, donc, et vous mourrez. Et on enverra ensuite un rapport disant vous êtes mort de paludisme et autres, mais vous allez voir, vous contestez notre pouvoir, vous contestez notre autorité. Ça, c'est un des lieutenants qui nous accompagnait qui le disait. Bon, arrivé à Walata, vers 11h du matin, vers 13h, bon, on nous a installés dans une grande salle. C'est au mois de janvier 1988, il y a eu un autre lieutenant qui est venu avec d'autres prisonniers qui étaient à Nouadhibou, et avec des chaînes aussi. Et ce jour, donc c'était le 4 janvier, on nous a tous enchaînés 2 par 2, chaîne aux pieds, 2 par 2. Et ce qui est terrible dans tout ça, c'est que pour eux,
non seulement nous sommes des esclaves, c'est ce qu'il disait, mais aussi il fallait pratiquer toutes sortes d'humiliations pour nous détruire systématiquement. Alors, il y a tellement la mesure, ce qu'on appelle le gâchis, la honte entre guillemets, que on vous enchaîne avec votre aîné, parce que nous fonctionnons toujours avec les systèmes de classe d'âge. Il y a tellement de mesures dans nos relations selon les classes d'âge que quand on vous enchaîne avec quelqu'un qui peut être votre frère, grand frère, qui peut être votre père, vous allez faire tout en sa présence. Quand vous allez aux toilettes, vous l'accompagnez parce que vous êtes enchaînés. Vous dormez ensemble. Quand vous allez aux toilettes, vous allez aux toilettes ensemble. Et ça aussi, c'est extrêmement traumatisant pour nous. Moi, on m'avait enchaîné avec quelqu'un qui avait l'âge de mon grand frère. Il y avait 13 ans de différence. C'est mon frère aîné qui a été mon professeur aussi. Alors, vous allez aux toilettes. Bon, pour moi, c'était tellement traumatisant. Heureusement qu'il m'a libéré en me disant, tu fais comme si tu n'étais pas là. Fais un effort. Tu fais comme si tu n'étais pas là. Et voilà. C'est le seul moyen de lutter contre cette situation. Mais il y en a d'autres qui n'ont pas pu supporter ça. Et ça, nous l'avons compris d'ailleurs, parce que même lorsque nous avons été transférés à Youn aussi, ils se permettaient de fouiller les femmes, de les toucher physiquement. Alors là, à chaque fois qu'il y a ces comportements, nous leur disons, mais vous perdez votre temps, vous ne pouvez pas vous pouvez nous humilier, mais vous ne pouvez pas en tout cas mettre fin à notre combat. Pour nous, plus vous nous humiliez, plus vous faites ces choses pareilles que vous n'êtes pas susceptible de faire à l'endroit de vos sœurs ou bien de vos parents, plus nous sommes convaincus que pour vous, il n'y a que le combat systématique contre ce système qui peut aboutir en tout cas à notre libération. Mais le fait que vous fassiez ces choses, pour nous, vous nous montrez que la relation qui existe entre nous, ce n'est pas des relations entre humains. Et comme vous le confirmez, nous ne sommes pas des humains, nous sommes du bétail. Donc, le comportement que vous avez à notre égard, ce n'est pas un comportement d'humain à humain, c'est un comportement d'humain à bétail. D'accord? Nous assimilons tout cela et nous nous libérions systématiquement aussi de toutes ces pesanteurs et nous essayerons de voir comment gérer les relations entre nous et vous pour pouvoir en tout cas rester en vie jusqu'à notre libération. Et ces relations psychologiques les perturbaient aussi parce que pour eux, avec toutes ces humiliations, toutes ces tortures que nous subissions, nous ne baissions pas les bras, nous les regardions toujours avec fierté, avec orgueil. Pour nous, nous l'avions dit à tous nos camarades, il faut absolument que vous teniez psychologiquement. Donc tout ce travail psychologique aussi a été fait, que ce soit à Nouakchott ou à Youn ou à Walata. Et donc lorsque nous avons été enchaînés, moi 2 jours après, on a commencé à nous faire les travaux forcés. Donc à l'épuiser de l'eau avec les chaînes. Ça c'était à Walata. À Walata, à l'épuiser de l'eau avec les chaînes. Et aussi réparer les pistes, enlever les cailloux et tout. Et pour vous faire souffrir encore, vous ne porterez pas vos chaussures. Avec des cailloux assez tranchants qui pouvaient en tout cas nous blesser à tout moment. Et une scène m'a beaucoup marqué, c'était à Walata. On nous avait amenés au grand puits de Walata, parce qu'il y avait 2 puits, le puits qui était proche du fort, et un autre puits, donc grand puits qui était proche de la ville. Et on était là en train de travailler lorsque des femmes qui vendaient des femmes commerçantes se sont approchées de nous et l'une d'elles nous a glissé des arachides. Alors un des gardes l'a vu et s'est mis à l'engueuler. Et pour nous, ce geste, c'était important. Bon, c'était des femmes, des haratines, des femmes haratines.
Et un des gardes, parce que c'est des gardes Haratine aussi qui nous gardaient, hein, parce que depuis Nouakchott, on ne voyait plus ni de garde soninké, de policiers soninké, ni de garde de policiers Wolof, ni de garde de policiers Poula. Tous c'était des Haratines et des Morts blancs. Alors le garde l'a engueulé et a repris tout de suite les arachides. L'autre garde lui a dit que non, fais attention, il ne faut pas faire le zélé. Tu vois, il y a quelque temps, c'est Ould Dada qui était là, en prison. Ensuite, il y a eu d'autres. Eux, ils sont aujourd'hui en prison. Demain, ils peuvent être libérés, recommandés. Fais très attention à ce que tu fais. Soit tu exécutes les ordres, mais ne fais pas les zélés. Bon, ça aussi, on avait compris que certains d'entre eux étaient très conscients des enjeux politiques et des relations entre les différentes communautés. C'est pourquoi certains se débrouillaient toujours pour ne pas faire la sale besogne. À chaque fois qu'ils sentaient qu'il y avait des menaces de torture, ils se débrouillaient pour aller en ville, à Walata. Bon, certains autres, on les obligeait à le faire, et quand ils le faisaient, certains se mettaient à crier, à pleurer, qu'il n'a pas envie de faire ça, il n'a pas envie de faire ça. Bon, ça, on en a entendu. Certains qui criaient. Mais d'autres aussi, par solidarité, n'hésitaient pas en cachette à nous distribuer des arachides, du lait ou bien en tout cas du tabac pour certains d'entre nous qui fumions. Mais donc, 3 jours après donc, on nous a mis les chaînes, on nous faisait travailler et déjà on était blessés aux pieds. Et moi j'ai dit au lieutenant qu'il n'est pas question d'avoir les chaînes aux pieds. Nous ne sommes pas des prisonniers, nous ne sommes pas des esclaves et tout. Il dit si vous êtes des esclaves, on va vous montrer que vous êtes encore plus esclaves que l'esclave. S'il ne dépendait que de nous, on allait revenir à des siècles où en tout cas on mettait les Noirs en esclavage. Alors je me suis mis à protester et surtout que cet officier, un d'entre nous était son professeur. Alors j'ai dit non, mais vous n'avez aucun respect, vous n'avez aucune culture, parce que pour nous, quelqu'un qui vous enseigne, c'est quelqu'un que vous devez respecter, quelle que soit la couleur de sa peau. Donc vous devez respecter cet individu qui vous a enseigné. Mais pour lui, ce n'étaient pas des êtres humains. Alors, une forte engueulade entre lui et moi, il m'a dit bon, amenez-le là-bas. On m'a ramené au fort. Et j'étais enchaîné avec le capitaine Kébé Ablachim, donc qui nous avait donné ces informations sur l'armée, qui a été arrêté et qui était condamné aussi. Et il y a eu des engueulades entre Kébé, lui et donc et le lieutenant. Bon, ils ont libéré Kébé, ils m'ont dit de rester. Bon, moi je pensais que j'étais là, qu'ils allaient me mettre en aparté pour me punir pendant quelques temps. Et quelques minutes après, j'ai vu 2 autres Haratines avec le lieutenant, 3 autres Haratines, dont un sergent et un brigadier, et le lieutenant qui reviennent. Bon, il paraît que vous, les Fulbé, vous n'aimez pas les Haratines, vous allez voir. Espèce de sale juif. Bon, moi j'ai dit que je ne suis pas du tout juif, et je ne suis pas du tout sale juif. Et aussi, il faut respecter les gens. On dit, mais on ne peut pas vous respecter. Vous n'êtes que des sales nègres. J'ai dit, mais vous êtes un noir. Alors moi peut-être que je suis tombé dans le piège du débat et qu'il cherchait encore beaucoup plus d'arguments pour pouvoir me torturer. Alors, il a dit à l'un d'eux, attache-le, couche-toi. Ils m'ont fait coucher de force et ils ont posé leurs bottes sur la nuque et ils se sont mis à me torturer. On me frappait tellement, je criais qu'à un certain moment, je ne sentais plus ma voix, je ne sentais plus la douleur. Alors ensuite, le lieutenant dit sortez-le pour que les autres voient. Comme ça, si chacun essaie de résister comme lui, on va faire comme lui. Bon, ils m'ont sorti. Et les camarades venaient de terminer leurs travaux, ils passaient pour rejoindre donc la salle et tout le monde me regardait. Et ensuite, lorsqu'on a donc enfermé les camarades dans la salle, ils m'ont dit bon, tu vas rester ici jusqu'au lendemain. C'était au mois de décembre, il faisait froid dans le désert et j'étais nu. Et de temps en temps, ils versaient sur moi de l'eau.
de l'eau froide. Alors je tremblais systématiquement, je n'arrivais pas à tenir, mais il fallait que je me mette à genoux. Si je tombais, il me frappait, il me remettait à genoux. Bon, c'est le soir, j'ai vu des va-et-vient, des officiers, des jeunes officiers qui étaient avec nous en prison, parce qu'il y avait 3 d'entre eux qui étaient les promotionnaires de lieutenant. Et ils ont réussi à le convaincre de me relâcher. J'ai été relâché, mais il n'est pas question de me soigner. Et c'est un de nos camarades de prison qui avait amené avec lui quelques médicaments qu'il avait cachés, donc qui m'ont permis de... Mais je suis resté presque 1 mois, je ne me couchais pas sur le dos, j'étais toujours à plat ventre. Et malgré tout, il me faisait travailler encore les travaux forcés. Bon, cette situation de torture, ça revient de temps en temps. Au mois de mars aussi, on a eu ce qu'on appelle le groupe de 22, parce que à chaque fois qu'on faisait nos travaux, qu'on revenait, certains d'entre nous avaient réussi à savoir comment enlever les chaînes pour pouvoir marcher correctement. Bon, dès qu'on entendait les gardes venir, ou bien dès qu'on les entendait parler, on remettait tout de suite les chaînes, quoi. Bon, ils l'avaient soupçonné. Bon, ils fouillaient de temps en temps, mais ils ne voyaient pas les traces d'enlèvement. Et c'est à la suite d'une querelle entre des prisonniers de droit commun, parce qu'ils nous avaient mis avec des droits communs, mais ces droits communs étaient en dehors de la salle. Nous étions dans la salle, et les droits communs étaient en dehors de la salle. Mais pour les travaux, il n'y avait que nous qui faisions les travaux. Et paradoxalement aussi, les droits communs Haratine étaient mis à part, mais les droits communs Fulbe, on les avait mis avec nous. Comme si, paradoxalement, on voulait mettre tout ce qui n'était pas Haratine mort de côté, quoi, et enfermés dans une salle. Parce qu'il y avait des prisonniers de droit commun morts, mais eux, ils étaient dehors, ils n'étaient pas enfermés dans une salle. Et ils n'étaient pas enchaînés, ils ne faisaient pas de travaux. Il n'y avait que nous qui faisions des travaux. Nous, c'est-à-dire des prisonniers Fulbe, Soninke ou Wolof, droit commun ou politique, qui faisaient des travaux qui étaient enchaînés. Mais les autres, non. Ils n'étaient pas enchaînés et ils ne faisaient pas les travaux obligatoires. Donc, transporter de l'eau ou bien travailler les pistes. Et donc, au mois de mars, le 22 mars, ils ont découvert que certains d'entre nous avaient enlevé les chaînes. On est en 87? Oui, en 87. Au mois de mars, 88. Au mois de mars 88. Parce que nous sommes arrivés le 11 décembre 1987 à Walata. Les chaînes, on nous a mis les chaînes le 4 janvier 1988. Et au mois de mars, donc il y a eu des séries de tortures aussi. 22 d'entre nous ont été pris, torturés systématiquement. Et nous avons la liste de toutes ces personnes qui ont été torturées, aussi la liste de tous ces tortionnaires que nous avons transmise à la Commission des droits de l'homme. Ce qui fait que cette situation, elle s'aggravait de plus en plus. Torture, la faim, parce qu'on ne mangeait pratiquement absolument rien. Et des fois, quand ils vous amenaient le riz, ils mettaient un peu de sable, des cailloux. On n'a pas envie de manger, mais si vous ne voulez pas manger, c'est tant pis pour vous. De toute façon, vous êtes venus ici pour mourir. Et toutes les occasions sont utilisées pour nous détruire systématiquement. Et au mois de mars, donc il y a eu ces séries de tortures. Et je me souviens, il y a eu un lieutenant qui est arrivé au mois d'avril. Et dès qu'il est entré dans la salle, on sentait qu'il était gêné. Parce qu'il y a un qui l'a entendu dire, mais c'est pas possible, comment peut-on faire des choses pareilles à des êtres humains? Mais ce sont des Mauritaniens, ce sont des musulmans, comment on peut le faire? Alors, ces propos n'ont pas été appréciés par les brigadiers qui étaient là, parce que pour eux, c'était une façon de les déstabiliser, mais c'était une façon aussi de prendre une position en notre faveur.
Et tout de suite, ils ont envoyé un courrier à Nouakchott pour dire que le lieutenant que vous avez affecté ici, c'est un individu extrêmement dangereux parce qu'il va inciter ces prisonniers à se révolter. Parce qu'il a demandé à ce qu'on... Parce qu'ils avaient condamné toutes les fenêtres pour qu'on ne soit que dans l'obscurité à chaque fois qu'on entrait dans la salle. Qu'on ne respire pas. On ne voyait la lumière que quand on sortait pour faire les travaux. Donc pour eux, c'est le cas. Et ensuite, améliorer notre régime alimentaire. Et là, le brigadier qui était là, qui était son adjoint, avait dit qu'il n'en est pas question. Alors, comment se fait-il qu'un brigadier refuse les ordres d'un lieutenant? Ça veut dire qu'il était appuyé politiquement par des officiers qui étaient à Nouakchott, alors que ce lieutenant n'était pas du tout dans cette situation. Quoi qu'il en soit, il n'est pas resté longtemps. Il n'est pas resté longtemps parce que quelque temps après, lui, il avait fait un rapport. Nous l'avons appris après, il avait fait un rapport pour dire que, pour décrire les conditions dans lesquelles nous nous trouvions. Et en conclusion, il avait dit que si jamais cette situation se continuait, qu'il y allait y avoir des morts bientôt. Parce qu'effectivement, moi je me souviens, lorsqu'il est arrivé, j'avais compté environ une quarantaine de cas de beriberi. Et certains étaient complètement malades. Et lorsqu'il a été convoqué à Nouakchott pour qu'on lui fasse comprendre qu'il n'est pas question de tenir ce genre de discours, lui, il a fait comprendre que de toute façon, on lui a fait demander de faire un rapport. Il ne fait qu'un rapport. Et dans ce rapport, il dit que si ça continue, il y aura bientôt des morts. Et le jour même où il a été reçu par le commandant de la garde, il y a eu Alassane Omar qui est décédé. Ensuite, Teni Youssouf Gueye est décédé une semaine après, le 2 décembre. Alassane Omar est décédé le 26 août. Le 2 septembre, Teni Youssouf Gueye est décédé. Le 13 septembre, Abdel Oudous est décédé, qui était militaire. Et le 28 septembre, Djigo Tafsirou est décédé. Alors, l'information a circulé. L'opinion internationale a commencé à être sensibilisée. Il y a eu des débuts de pression. Et on l'a senti tout de suite parce que ils ont envoyé un autre lieutenant, le lieutenant Boubacar, qui était un beau-frère au colonel Djibril Abdallah, qui était le ministre de l'Intérieur. Et celui-ci arrivait tout de suite à demander à ce qu'on enlève les fenêtres qui étaient condamnées, donc qu'on rouvre les fenêtres, qu'on améliore notre régime alimentaire. Ils ont fait venir des médecins, mais ce n'est pas la première fois qu'ils font venir des médecins, parce qu'il y a eu 4 ou 5 visites de médecins. Mais ces médecins disaient toujours que nous n'avions rien, que nous étions bien portants, que nous n'étions pas malades. Alors qu'il y avait des traces de torture, des gens qui étaient malades de beriberi, d'autres maladies. Mais de toute façon, nous, on ne s'illusionnait pas. C'est toujours le système des médecins qui était là pour le système. Donc, il n'était pas pour nous question de leur exprimer toute notre souffrance et toutes les tortures que nous avions. Ils se contentaient tout simplement de faire des rapports qu'il n'y a absolument rien, il n'y a pas de problème, ces gens ne souffrent pas, ils sont bien traités. Et ça, nous l'avons dit, et lorsque le lieutenant Boubacar est venu, on a senti qu'ils veulent montrer un autre visage, avoir une autre politique, parce que l'opinion internationale a appris les décès des 4, et on commence à en parler, et il y a des pressions. Donc c'est une autre politique qu'ils veulent appliquer, une politique de relations beaucoup plus démagogique, humaine entre guillemets, mais qui était très démagogique. Ils ont amélioré les repas, ils nous permettaient de sortir dans la cour enfermée, et aussi ils avaient ouvert les fenêtres. Mais pour nous, le dégât avait commencé, il y avait d'autres cas de beriberi, on ne sait pas si ça allait continuer les décès ou non. Et pour nous permettre même de sortir dehors sans corvée, on sortait dehors, en dehors du fort, on restait pendant quelques heures, on revenait. Ils avaient même enlevé les chaînes à certains. Mais pour qu'on vous enlève les chaînes, il fallait aller demander l'autorisation au lieutenant par l'intermédiaire d'un des prisonniers. Pour nous, il n'était pas question. Soit on l'applique pour tout le monde, soit on ne l'applique pas pour tout le monde. Mais compte tenu, parce qu'il y avait certains prisonniers, en réalité, pour nous, ce n'était pas du tout des combattants, c'était
Jusqu'à présent, il y a des gens qui ont été arrêtés avec nous, qui n'ont jamais subi les souffrances que nous avons subies, qui n'étaient pas enchaînés du tout, qui n'ont jamais subi de torture, qui étaient mis de côté, qui étaient enfermés dans d'autres cellules où ils recevaient régulièrement leur alimentation. Bon, on ne peut pas dire que quelqu'un qui vit en prison vit dans des bonnes conditions, mais en tout cas, ils étaient mieux traités que nous, il y avait une différence de traitement. Bon, ce sont des individus qui, lorsqu'ils sont sortis, ils ont rejoint le parti de Boultaya. Bon, jusqu'à présent, on n'a jamais su les raisons pour lesquelles ils ont été arrêtés. Quoi qu'il en soit, certains, donc parmi ces individus, on a enlevé leurs chaînes, mais nous, on a toujours refusé de demander à ce qu'on nous enlève les chaînes. Et surtout, notre camarade et mon cousin à moi, Abdel Koudous Ba, un lieutenant du génie, lui, jusqu'à sa mort, on n'a jamais voulu enlever ses chaînes, qui est décédé le 13 septembre, parce qu'on l'avait transféré le 9 septembre dans la grande salle, parce que lui, on l'avait mis de côté avec d'autres, mais lui, il était enchaîné, alors que les autres, qui, on a compris, étaient avec le système, n'ont jamais été enchaînés. On l'a transféré dans la grande salle, et à partir du moment de ce transfert, jusqu'à son décès le 13 septembre, il vomissait. Et nous avons fait tous les moyens pour demander au lieutenant et à la garde de lui enlever les chaînes, parce que c'était fini pour lui, qu'il était en train de mourir. Mais on nous a dit que non, il n'a qu'à mourir, de toute façon, ce n'est pas notre problème. Alors, on était là en train de le soutenir dans son agonie. Il se levait, il se recouchait, on le levait, on le recouchait. Et quand il est décédé, vers 19h, le 13 septembre, un vendredi, alors là, c'était choquant pour nous, mais on voyait les gardes qui dansaient. Voilà encore un nègre qui est mort, c'est une bonne chose. Mais moi j'ai dit, mais un nègre, mais pour sa mère est une mauresque, son père est un noir, mais c'est un humain. Vous ne pouvez pas avoir... pour eux, non, c'est un Raiko mat, et voilà un noir qui est mort, c'est bien pour lui. J'ai dit d'accord, maintenant il est mort, enlevez-lui les chaînes, au moins. C'est à sa mort qu'on lui a enlevé les chaînes, mais on n'a jamais voulu lui enlever les chaînes pendant son agonie. Bon, pour nous, toutes ces relations extrêmement pénibles, inhumaines, sont des arguments aussi pour nous. Est-ce que c'est uniquement des cas isolés ou bien des actions isolées par rapport à l'ensemble? Non. Ces individus ne peuvent pas faire ce qu'ils faisaient sans l'aval de là-haut. Et là-haut, ils étaient informés régulièrement, parce que nous l'avons su après, qu'ils étaient informés régulièrement, jour par jour, de tout ce qui se passait. Et de toute façon, nous avons compris que pour eux, il faut détruire systématiquement tous ces individus qui osent vouloir remettre en cause le système. Est-ce que pendant cette période-là, vous avez eu des nouvelles de l'extérieur, ou est-ce que vous avez pu passer des nouvelles vers l'extérieur? Lorsqu'on était à Nouakchott, on faisait passer les nouvelles. Et on avait les nouvelles. Parce qu'à chaque fois que les familles nous envoyaient nos repas, dans les bols, les couvercles, il y avait des sortes de tubes dans lesquels on mettait nos messages. Ou bien, quand ils nous envoyaient nos habits, dans les plis, ils mettaient les messages. Bon, c'est comme ça qu'on savait tout ce qui se passait à l'extérieur. Mais à Ayoun, rien. Absolument rien, on ne savait absolument rien. On était vraiment dans l'obscurité totale, on ne savait absolument rien de ce qui se passait. Bon, maintenant, il arrivait que, je sais qu'il y a une famille, la femme de Djigo Tasfir est venue jusqu'à Walata. Elle est allée chez le préfet, elle a dit qu'elle était l'épouse de Djigo Tasfir et qu'elle voulait voir son mari, Mais le préfet, qui est en son équipe, lui a dit que non. Même moi, qui suis le préfet, je n'ose pas aller au fort. Je ne peux pas aller au fort. Personne n'y va. Il n'y a que le lieutenant chargé de la garde
et le commandant régional de la garde qui y va. Mais nous, les préfets, on ne sait même pas ce qu'il y a là-dedans. Bon, mais il est allé voir un garde qui lui a dit que non. Vous voyez, de Walata jusqu'au fort, il y a des gardes. Alors, si jamais on vous aperçoit, ils sont capables de tirer sur vous. Mais elle a réussi quand même à remettre à des gardes de la nourriture, mais on n'a jamais, Tafsir n'a jamais vu ça. Donc, mais il arrivait quand même, parce que ça, nous l'avons appris après. D'abord, certains gardes qui étaient très sensibles à la question véhiculaient l'information à Walata, au village. Et cette information, à partir de Walata, circulait vers Nouakchott. Et je sais que, par solidarité, Amnesty International avait même demandé à ce que les touristes ne se rendent pas à Walata. C'est ainsi que les nouvelles des 4 morts sont parties vers l'extérieur? Oui, parce que certains aussi nous ont dit qu'à Walata, parce que généralement les tortures avaient lieu le soir. Alors, et à Walata, on entendait nos cris. Tous les cris, toutes les tortures, tout ils entendaient. Et donc, à chaque fois qu'il y avait des tortures, les gens entendaient et l'information finissait par parvenir à Nouakchott. Mais nous-mêmes qui avions des informations, non, absolument rien. On n'a aucune nouvelle de nos familles. Du mois de décembre 87 jusqu'à notre transfert à Ayoun au mois de novembre 88, aucune nouvelle de famille. Aucune. Et à un certain moment même, c'est après qu'on l'a su, que le régime avait fait courir le bruit que certains d'entre nous s'étaient évadés. Certains d'entre nous s'étaient évadés et donc s'étaient évadés et qu'on était en train de les rechercher. Alors je sais que certaines familles croyaient en cela et on leur avait dit oui qu'on aurait aperçu un tel qui traversait le fleuve ou bien un tel qui était à Dakar. Pour nous, est-ce que ce n'était pas aussi une information qui a été véhiculée par le système? Comme ça, on liquide certains individus, on dit oui, c'est des individus qui ont été liquidés lors de leur évasion. Bon, lorsqu'on a en tout cas compris dès qu'on soupçonne qu'il y a une volonté de trouver des arguments pour nous torturer, on reste calme. On reste calme parce qu'on avait compris à la fin qu'à chaque moment, ils essaient de trouver des arguments. Donc on restait de plus en plus calme, ne pas s'énerver, être extrêmement vigilant. Parce que les tortures, c'était terrible pour nous. C'était terrible. Qu'on voit même des infirmiers qui, quand on nous torturait, indiquaient certains endroits où il fallait frapper pour rendre la souffrance beaucoup plus pénible encore. Donc on était complètement isolés. Mais à Dakar, comme à Nouakchott, on avait appris que d'autres personnes étaient décédées même. Bon, parce qu'on ne savait pas exactement ce qui se passait. C'était vraiment dans l'obscurité. Mais pourtant, le gouvernement était informé de tout ce qui se passait. Donc, face à la pression, et aussi, c'est que les gens de Walata même commençaient à en avoir marre. Parce que notre emprisonnement à Walata a porté préjudice à leur ville. Parce que Amnesty International et d'autres organisations humanitaires comme Africa Watch avaient demandé à ce que les touristes boycottent la ville de Walata. Et qu'il y avait des projets de reboisement aussi en faveur de la ville de Walata. Et vous avez demandé à ce qu'on boycotte ce projet, à ce qu'on ne finance pas ce projet. Et aussi, Walata était assimilée à une ville de torture, de souffrance, de violation des droits humains. Et ce sont les ressortissants de Walata même qui disaient qu'il n'est plus question que les prisonniers restent ici. Puisque Oultaya veut torturer les Noirs, veut faire souffrir les Noirs, il n'a qu'à les amener chez lui à Attar. Et lorsque les Attarois l'ont appris, eux aussi ils disent que non, il n'est pas question qu'on fasse venir les prisonniers ici. Bon, de toute façon,
les Wallatois avaient réussi à faire accepter au gouvernement qu'on nous transfère ailleurs. Parce que Wallata est devenue une ville symbole de la souffrance, des tortures, des massacres de Noirs. Et on a dit qu'on va nous transférer à Tara. Les Atara ont refusé. Bon, ils ont décidé de nous transférer à Youn, mais les gens d'Ayoun ont refusé. Mais le gouvernement a décidé qu'on transfère à Youn. Il y a eu une manifestation à Youn contre notre transfert. Parce que l'opinion internationale est un peu attentionnée sur ce qui se passait. Donc, à chaque fois qu'on nous transférait à un endroit, ça commencerait à porter préjudice au nom de leur ville. Surtout lorsque nous sommes venus à Youn, bon, on nous y a transférés, mais au mois de mars 1989, des tortures ont repris encore. Les tortures ont repris. Et une délégation de la Croix-Rouge internationale est venue nous rendre visite au mois de mai. Et nous leur avons montré tous les instruments de torture, toutes les chaînes et tout, et aussi les personnes même qui ont été torturées aussi à Youn. Parce qu'on faisait comprendre que maintenant c'est terminé les tortures, on nous a transférés à Youn, c'est fini les tortures, mais les tortures ont continué aussi à Youn. À Wallata, vous avez eu une visite? Non, aucune. Non, jamais. Jamais. C'est seulement à partir d'Ayoun, où nous avons été transférés entre le 31 octobre et le 1er novembre, qu'on nous a autorisés à bénéficier de visites, mais c'est surtout à partir du mois de mars. Nos familles, les premières visites. J'ai écrit les dates, mais je ne les ai pas en tête. Et là, mais avant cela, il y a des journalistes qui sont venus nous rendre visite. Un journaliste du Sud Quotidien, un Sénégalais, et un journaliste de Jeune Afrique. Le Marocain, je ne sais pas comment il s'appelle encore, j'ai oublié. Alors, ce sont ces deux journalistes qui sont venus nous rendre visite. Sinon, c'est surtout à partir du mois de mars que les familles sont venues nous rendre visite. Et là, donc, l'information a réellement commencé à circuler parce que la plupart des documents, des notes qu'on écrivait, elles ont réussi à sortir cela. Et bon, on les a vues physiquement, on leur a raconté toutes les souffrances que nous avons vécues, et elles ont servi de relais à l'opinion internationale, à la presse, aussi aux organismes des droits humains qui ont constitué des dossiers. Et nous ne savions pas que nous avions été adoptés par des groupes d'Amnesty International. Moi, j'avais été adopté par un groupe de 7, le groupe 48 d'Amnesty International, et un groupe aussi qui se trouve en Norvège. Et d'autres camarades aussi avaient été adoptés par des groupes aux États-Unis et dans d'autres pays, en Angleterre. Mais tout ceci, on ne le savait pas. C'est arrivé à Ayoun, un jour, montrant que la situation a changé, que de toute façon, il n'y aura plus de torture. On nous a tous convoqués et distribué nos courriers, les cartes postales, qu'il fallait lire. On vous donne 30 minutes, vous les lisez et vous nous les restituez. C'est comme ça qu'on a appris que... Parce que nous pensions qu'on était complètement abandonnés. À part nos familles et nos camarades, l'opinion internationale ne s'intéressait même pas à nous. Donc c'est arrivé à Ayoun, avec ce courrier qu'on nous a distribué pour lire pendant 30 minutes, qu'on a appris que contrairement à ce qu'on pensait, l'opinion internationale suivait un peu ce qui se passait et qu'on nous a autorisé même à écouter la radio. Et on écoutait Radio Sénégal, on écoutait Radio Guinée, on écoutait Radio Mali, et on entendait qu'effectivement, une certaine opinion suivait ce qui se passait en Mauritanie. On écoutait même certaines émissions de Radio Sénégal, de Radio Mali et autres, en poulard, qui nous envoyaient des messages. Tenez bien, on vous encourage, beaucoup de gens suivent ils sont derrière vous et vous soutiennent. Voilà, ça nous a beaucoup remonté le moral aussi. Donc on est en mars 89. En mars 89, et il y a eu donc les événements d'avril. Et là encore c'était la tension parce que même à Ayoun, il y a eu des manifestations parce que des manifestants qui ont voulu investir la prison pour nous attaquer. C'est lors des événements de 89.
Bon, on est resté là, on était vraiment inquiets parce qu'on ne savait pas ce qu'étaient devenues nos familles. Parce qu'on apprenait de temps en temps, telle famille a été déportée, telle autre famille a été déportée. Il y a eu des massacres et tout. Dans la vallée, il y a eu des massacres. Bon, on était vraiment dans une situation d'angoisse. L'angoisse était en nous depuis Nouakchott. Parce qu'à tout moment, c'est des séances de torture, des menaces de mort, des invectives haineuses. Mais encore qu'on dise qu'il y a des massacres de population dans la vallée, à Nouakchott partout, des familles ont été déportées, on n'a aucune nouvelle de nos familles, alors c'est ça nous a encore beaucoup plus traumatisés. Et moi, je n'ai appris la déportation de ma femme qu'au mois de juin, donc lorsque cette délégation de la Croix-Rouge internationale est venue, ils ont demandé à me voir, et c'était pour m'annoncer que ma femme avait été déportée, et que mes enfants ne l'avaient pas été, et que la Croix-Rouge internationale était en train de faire des démarches pour qu'ils soient envoyés auprès de leur mère. Parce que le ministère de l'Intérieur, notamment Djibril Abdellah, s'était opposé systématiquement à leur départ. Sous prétexte que leur père est un prisonnier politique, il est en Mauritanie, leur mère est sénégalaise, donc eux, ils restent ici. Donc il a fallu vraiment la pression de la Croix-Rouge internationale pour qu'ils soient envoyés à leur mère. À Ayoun, les travaux forcés ont continué ou c'était fini? Non, c'était fini. C'était fini. On était enfermés tout simplement dans un ancien fort aussi, et qui était devenu, je crois que c'était l'ancienne gendarmerie. Et là, on était là. Bon, disons que cette période, il y a des périodes de tension, mais il y a des périodes de baisse. Pendant ces périodes de tension, on était tous enfermés dans nos cellules, personne ne voulait sortir. Mais durant les périodes de baisse, il nous arrivait d'essayer de nous reconstituer physiquement, mais moralement. Physiquement, dans la cour, on faisait des exercices physiques. Bon, comme on le disait, en prison, il faut absolument qu'on tienne moralement et physiquement. Parce qu'il ne faut pas qu'on leur montre, il ne fallait pas qu'on leur montre que nous étions abattus moralement et physiquement. Alors, quand ils nous voyaient le matin très tôt en train de faire des exercices physiques et tout, ça les perturbait. C'est un garde qui est venu nous le dire. Il dit qu'il n'arrive pas à vous comprendre. Avec toutes les souffrances que vous avez subies, avec toutes les souffrances morales que vous avez subies, vous tenez toujours, vous les inquiétez. Tenez bon. Tenez bon, ça les perturbe. Ça c'est quelques gardes qui venaient nous le dire. Tenez bon, parce que ça les perturbe beaucoup. Et aussi, à un certain moment, on avait dit, voilà, on va essayer de reprendre des cours. Bon, on avait décidé de faire des cours parce qu'à Nouakchott, pendant la période de calme, on faisait des cours de poulard, de français pour ceux qui ne parlaient pas français, des cours d'arabe, et aussi même certains qui voulaient aussi approfondir leurs connaissances en islam, donc de bénéficier parce qu'on avait beaucoup d'entre nous qui étaient quand même assez compétents dans ce domaine. Bon, donc à Ayoun, on avait commencé à faire, même à Oualata, il y a eu des périodes, avant les décès, il y a eu des périodes de baisse de tension. Alors, pour nous maintenir aussi psychologiquement, on ne pouvait pas faire des exercices, mais psychologiquement, dans la salle, dès qu'on revenait des corvées, pour nous détendre un peu, on essayait d'organiser des débats, des échanges. On l'appelait d'ailleurs, pompeusement, l'université de Oualata. L'université de Oualata, parce que dès que quelqu'un abordait un sujet, alors on saisissait l'occasion pour essayer d'approfondir la réflexion sur toutes les questions, n'importe quelle question qui venait, hein, que ce soit sur la politique, sur l'humain, sur la religion, sur la connaissance, sur l'immigration, etc. Tout, sur les traditions et tout, sur les relations entre les femmes et les hommes, et tout. Donc, toute petite discussion devient pour nous tout de suite un objet de débat, de réflexion et tout. Et cela nous permettait aussi
Parce que ce qu'on disait, c'est qu'ils n'avaient pas compris l'intérêt de nous mettre tous ensemble, parce que ça permettait aux uns qui étaient moralement diminués de bien se maintenir, et aux autres aussi qui avaient cette capacité de résistance d'encourager les autres. Donc il y avait une sorte de solidarité humaine pour que tous nous nous tenions les mains les uns les autres pour pouvoir bien résister moralement. Parce qu'on a compris que certains d'entre nous, psychologiquement, étaient complètement partis, si bien qu'à certains moments, ils n'avaient plus envie de manger. Un découragement moral systématique qui va de plus en plus vers une sorte de suicide. C'est ce que j'ai compris. C'est celui qui est Tien, à la fin, il n'avait plus envie de manger. Il était moralement complètement déprimé physiquement. Donc pour nous, il fallait entretenir cela. Et à Ayoun, donc, on avait repris. Et certains d'entre nous continuaient à prendre des notes, à discuter, à échanger. Donc voilà, il fallait absolument éviter l'éparpillement des uns vers des autres. Mais à chaque fois qu'il y a cette possibilité de nous concentrer, de discuter, de réfléchir, de nous échanger les idées, de permettre aux autres d'exprimer, d'extérioriser le ressentiment pour pouvoir mieux aller vers le sens de la résistance, pour nous, tous ces moyens étaient bons. Donc on faisait un peu de la psychologie, de la psychiatrie sans le faire réellement. Mais pour nous, tout ça, c'était des instruments qu'il fallait mettre en place, qu'il fallait utiliser dans le cadre de notre combat. Tous les moyens étaient bons pour résister. Voilà. Okay. Donc voilà, elle est venue au mois de mars me rendre visite et j'en ai profité donc pour sortir toutes mes notes que j'avais, parce qu'une première fouille avait été faite au mois de mars 1988 à Walata, et toutes mes notes étaient parties. Donc maintenant, depuis Nouakchott jusqu'au 22 mars 1988, donc presque une année, toutes ces notes étaient parties. Et bon, nous avions peur, parce que je n'étais pas le seul à prendre des notes, d'autres aussi prenaient des notes, mais personne ne savait qui prenait des notes. Mais le lieutenant, lorsqu'il y a eu les fouilles, bon, ce lieutenant dont je disais qui disait que c'est pas possible, comment se fait-il qu'on puisse faire ça à des humains, il a pris les notes. Mais si c'était celui qui l'avait précédé, mais on nous aurait torturés. Mais lui, il a pris ses notes, il les a gardées. Mais il n'a rien dit. À chaque moment, on s'attendait à ce qu'on soit convoqué pour être torturé. Mais il ne nous a jamais convoqués. Et c'est à notre libération que Samba Thiam, qui est le président des Flammes, est allé le voir. Il lui a remis quelques-unes de ses notes. Mais il ne lui a jamais tout remis. Moi, j'aurais bien aimé savoir où est-ce qu'il a pris mes notes, parce que... nous, on s'attendait vraiment à ce qu'il nous torture. Hein. Parce que moi, j'écrivais tout. Je notais tout. À la minute. À la minute. Et comment je faisais les papiers, c'est que les pots de Gloria, je ne sais pas si vous connaissez les pots de Gloria, les feuilles, à chaque fois qu'on sortait pour faire nos corvées, je me débrouillais toujours pour ramasser un pot de Gloria. Je prenais la feuille, je mettais ça dans ma poche, je gardais. Mais un jour, c'est un garde qui m'a surpris en train de faire. Il me dit, qu'est-ce que tu fais? J'ai dit, non, ça c'est pour utiliser ça comme un papier d'hygiène. Il dit, oui, mais il ne faut plus le faire. J'ai dit, d'accord. Mais ce sont ces papiers que je prenais, donc c'est lesquels je prenais mes notes. Et je me couvrais, à chaque fois que je revenais, je me couvrais avec ma couverture et je prenais mes notes. Et c'est pourquoi le jour de ma libération, j'ai un de mes amis qui était garde militaire, m'a dit, mais puisque qu'on te libère, mais donne-moi ta couverture. Parce qu'ici, il va faire froid. Je dis, non, je ne peux pas. Il me dit, mais Ibrahim, tu n'es pas sérieux. Tu sors, on te libère, tu ne veux pas me passer ta couverture. J'ai dit, non, je ne peux pas, je vais l'emporter. Alors, c'est à notre libération, il est ici réfugié en France, que je lui ai expliqué pourquoi je ne voulais pas lui remettre ma couverture. Parce que dans ma couverture, j'avais mis toutes mes notes. J'avais gardé toutes mes notes, elles sont là. C'est toutes mes notes. Il dit, ah bon, je comprends maintenant, mais tu sais, je n'avais pas du tout... je me disais que tu n'étais pas sérieux, tu n'étais pas du tout solitaire avec moi, et malgré toutes nos relations. J'ai dit non, mais il y avait toutes mes notes, j'avais gardé ça dans les plis, et il n'y avait qu'une seule personne qui le savait, c'est mon ami Idrissa qui est dans le Colorado. À part ça, personne ne le savait. C'est qu'à chaque fois qu'il y avait des fouilles, après les premières fouilles, on visitait tout, on secouait tout, mais on n'arrivait pas, parce que j'avais mis ça dans la couverture, dans le pli de la couverture.
Elle dit d'accord. Donc, et on a réussi à tout sortir. J'ai ressorti toutes mes notes. Toutes mes notes. Et disons, il y a eu de la souffrance. Mais ça a été pour nous un enseignement dans la mesure où ça nous a permis de comprendre aussi deux choses. La complexité des relations humaines, mais aussi ça nous a mené dans notre combat, dans la conviction de notre combat. Parce que nous savons que sans ce combat, mais nous ne serons jamais libérés parce qu'il y a un problème de cohabitation entre nous. Et qu'ils sont capables de mener leur répression, leur massacre jusqu'à la fin pour préserver ce système. Parce qu'ils sont convaincus, eux, alors que nous avons tout fait pour le leur dire. Nous sommes dans un pays multiculturel, nous sommes dans un pays biracial, c'est une richesse pour nous. Mais ce pays maintenant, il doit être vécu de façon humaine et dans le bonheur de tout le monde. Mais s'il faut dire que ce pays, l'État doit être au service d'une ethnie au détriment d'autres, mais ce n'est pas du tout vivable. Donc pour nous, malgré ces souffrances, malgré ces morts, je pense que ça nous a installé beaucoup plus dans notre conviction qu'il n'y a que le combat qui pourra nous libérer de cette situation. Parce qu'eux, ils n'accepteront jamais. Ils ne peuvent pas concevoir une Mauritanie qui ne soit dirigée par quelqu'un d'autre qui ne soit pas arabe. Ils ne peuvent pas concevoir une Mauritanie qui n'est pas exclusivement arabe. Pour eux, c'est un pays qui est arabe et il ne peut être dirigé que par des arabes et que les arabes sont supérieurs aux noirs. C'est comme ça qu'ils le conçoivent. Et pour nous, il faut absolument le détruire. Bon, nous sommes prêts à aller jusqu'à la fin du combat et nous irons, mais malgré ces souffrances, parce que ça détruit systématiquement des vies humaines, ça détruit des sociétés. Des familles entières ont été détruites, physiquement, mais complètement déstabilisées. Et nous sommes aujourd'hui dispersés à travers le monde. Et nous, en tout cas, ce que nous cherchons, c'est de sensibiliser l'opinion internationale sur cette question, sur cette violation des droits humains. Et comment se fait-il que ces pays qui savent ce qui se passe, que ce soit le Sénégal, que ce soit le Mali, que ce soit l'Algérie ou le Maroc, ou bien l'Union africaine, ou bien la France, qui est complice, l'État français est complice. Parce que l'État français aussi ne peut pas concevoir que ce pays soit dirigé par quelqu'un qui n'est pas du tout arabe. Pour eux, la Mauritanie est un pays arabe, donc il ne peut être dirigé que par des arabes, et que les Noirs sont là uniquement pour jouer le second rôle, et qui ne doivent pas bénéficier des mêmes droits que les. C'est comme ça qu'ils raisonnent à l'ambassade de France, à Nouakchott. Donc, les États-Unis, tous les autres pays, il faut absolument sortir de cette hypocrisie de la politique internationale. On laisse la souffrance des uns parce que c'est sans intérêt pour nous, mais on se mobilise face à la souffrance d'autres, et ces autres qui subissent des souffrances, quand ils viennent se solidariser avec le système Beydane en Mauritanie, mais ça ne choque personne. Donc nous, on est dans on observe des comportements de logique inhumaine qui nous perturbent, mais qui nous amènent aussi dans la conviction qu'il faut continuer le combat. Un jour ou l'autre, en tout cas, nous réussirons à obtenir ce que nous voulons, les droits pour tout le monde, et le respect pour tout le monde. Qu'on soit noir ou blanc ou jaune ou autre, nous sommes tous dans les mêmes droits, donc il faut que nous bénéficions des mêmes droits, quelle que soit la couleur de notre peau. Je propose qu'on fait pause, parce que de toute façon, il y a toute 4 minutes qui restent sur l'intercept.